Ça va passer vite, vite. Toujours plus, encore mieux. Bonjour à tous, je suis Luc et bienvenue chez Coco. Alors c'est une joie pour moi de vous retrouver sur la chaîne Cœur & Co. Comme vous le savez, chaque semaine, j'ai l'immense privilège de recevoir dans mon émission des personnalités au parcours de vie exceptionnel et hautement inspirant de par leur vision, leur vécu, leur qualité d'être et la mission parfois incroyable qu'ils ont accepté de relever pour nous. Cette semaine, on prend la direction du cerveau à la rencontre d'une prêtresse du limbique, d'une femme lionne adepte des pensées voltaïques. Fille du Verseau, née de l'eau vive des Trois Lacs, c'est en fontaine d'énergie qu'elle voulut son impact. Belle apothicaire de la chimie cérébrale, elle parcourt les pays pour vanter les charmes d'un super cerveau inédit qui porterait mieux l'âme. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Isabelle Fontaine. Salut Isabelle. Wow, bonjour Luc, t'es un poète. Wow, c'est beau. Et puis je suis ravi de t'accueillir, vraiment ravi de t'accueillir sur la chaîne Coco, parce que ton énergie, ton enthousiasme, ta culture incroyable qui m'a bluffé sur les secrets du cerveau. Alors pour moi, t'es un peu un électron libre du Québec. Jasmin Bergeron et Sylvain Boudreau m'avaient vanté tes talents incroyable. Et en même temps, le mot talent, c'est finalement pas le bon mot parce qu'il y a le mot lent dedans. Et toi, t'es pas vraiment lent, t'es plutôt une énergie supersonique. Alors, je suis vraiment ravi de te recevoir dans cette émission. Et ce que je te propose, c'est la tradition de l'émission, c'est de retracer en quelques mots ce que ton parcours, lui, a de beau. Alors, Isabelle, tu es conférencière internationale, organisatrice de bootcamps détonnants et auteure de 2 livres à succès, Empower et puis Le courage, comment l'activer. Tu es né sur le bord des Trois Lacs en Istrie, dans une famille très aimante. Tu es originaire d'une petite ville minière nommée Asbestos, renommée ensuite Val des Sources pour redorer un peu son blason suite à des problèmes de maladies pulmonaires pour les mines d'amiante. Alors, tu es une fille unique d'une famille très hospitalière, chaleureuse, très ouverte. Tu as eu une enfance heureuse avec un grand amour tout particulier pour ta grand-mère. C'est l'amour de ta vie, Angéline. Ta mère était enseignante en éducation physique au primaire, ton père manager superviseur dans une mine d'amiante, justement. Tu as toujours eu une passion obsessionnelle, dis-tu, voire dévorante pour la relation humaine dès ton plus jeune âge. Alors, tu as passé un baccalauréat en psychosociologie de la communication et puis tu as suivi avec une maîtrise à l'université en communication organisationnelle avec une spécialisation dans la dynamique des groupes et dans la culture d'entreprise. Alors, tu dis avoir été une éternelle fille qui se cherche de l'âge de 19 ans à l'âge de 30 ans, sans trop savoir ce que tu voulais faire de ta vie. Alors, en sortant de ta maîtrise, la vie te fait un premier signe en rencontrant une chasseuse de tête par un concours de circonstances. Elle va être conquise par ton énergie atomique et elle va te proposer de travailler avec elle dans le recrutement et tu vas y passer 6 ans. Ouais. Après avoir eu 2 enfants, la vie elle va taper à nouveau à ta porte, mystérieusement cette fois-ci aussi, à travers un appel surprenant de l'université. Alors, en effet, une de tes amies enseignantes, ancienne enseignante, avec qui tu as gardé des contacts, fait de toi, sans que tu le saches, son successeur au sein de l'UQAM. Et tu vas te retrouver alors avec un appel qui te propose de décider en très peu de temps de reprendre son poste, alors que tu n'étais pas au courant. C'est chaud, ça brûle, comme tu dis si bien, ça t'allume. Et tu deviens enseignante et tu quittes le confort financier du recrutement avec des cours de 3 heures par semaine, mais tu es passionné. Alors, un jour, le temps passant, la grande chaîne de télévision TVA va appeler l'UQAM pour trouver une conférencière. Alors, à partir de ce moment-là, Isabelle, raconte-nous qu'est-ce qui se passe ensuite dans ta vie. Toi, Luc, tu es vraiment une intervieweur qui fait très bien ses devoirs. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai quitté le recrutement, j'ai quitté une équipe que j'aimais beaucoup avec un salaire hyper satisfaisant pour une charge de cours à l'UQAM qui était à peu près 90 fois moins payante. Là. Mais j'aimais tellement ça, j'étais tellement passionnée que j'investissais quasiment 5 jours par semaine à construire un cours de 3 heures. Puis je me donnais beaucoup. Il y avait de la musique, il y avait des activations physiologiques. Puis à un moment donné, quelqu'un chez TVA cherchait un conférencier pour clôturer un séminaire des ventes. Puis, la personne en question, qui s'appelait Luc, a appelé à l'université, a parlé à un directeur de communication média que je ne connaissais pas.
Puis, il a demandé, est-ce que vous connaîtriez un enseignant qui a du contenu, qui est inspirant? On a connu beaucoup de conférenciers de carrière dont on est habitué au même discours. On voudrait aller dans un sentier non battu. Y a-t-il un prof inspirant quelque part? Puis là, le directeur en question dit, oui, il y en a une petite frisée, là, une nouvelle. Là. Les étudiants parlent d'elle, elle utilise de la musique, elle est énergique. Puis là, il a donné mon nom à la personne chez TVA qui, eux, ensuite m'ont appelé pour me dire, Isabelle, Madame Fontaine, est-ce que vous faites des conférences dans des cadres de séminaires des ventes? Et comme moi, je ne travaillais que 3 heures par semaine durant mes débuts à l'université, je me cherchais du travail à côté. Et moi, j'ai répondu spontanément, absolument, que je fais des conférences, mais je ne savais même pas c'était quoi. Je ne savais même pas c'était quoi des conférences, je ne savais même pas c'était quoi des séminaires des ventes. On parle de 2007 à l'époque. Donc, mon audace, et probablement, ils disent que la nécessité est la mère de l'invention. Ils disent avoir faim, ça donne du courage. J'ai sauté, puis j'ai dit oui. Puis là, je l'ai appris en cours de route, c'était quoi. Et là, l'anxiété de performance a embarqué. J'ai récupéré ce que mes étudiants semblaient le plus apprécier dans mon cours de 45 heures. Je l'ai amalgamé dans une formule punch de 90 minutes. Puis c'est avec beaucoup de stress et beaucoup de bonne volonté que je suis allée offrir ma première conférence à un groupe des ventes chez TVA je crois que c'était mai 2007. Puis ça a été le début de ma carrière de conférencière. Je ne savais même pas qu'un conférencier existait à l'époque. J'en avais jamais vu. Donc, ma chance, c'était probablement que je suis arrivée un peu neuve, flambant neuve dans le domaine. Puis j'ai probablement présenté des trucs qui n'avaient jamais été entendus parce que je n'en avais jamais entendu moi-même des conférenciers. Fait que c'est comme ça que ça a débuté, un heureux hasard, une synchronicité, une coïncidence significative qui a déroulé un genre de tapis rouge de facilité. Mais il fallait que moi, en même temps, j'ai assez... comment je pourrais dire ça? Que j'ai une forme de tension intérieure qui active mon audace de dire oui. Oui, a priori, tu l'as naturellement, cette tension intérieure. Alors, justement, il y a une autre tension intérieure que j'ai pu remarquer dans ta vie, c'est qu'on t'a retrouvé quand même à la télévision chroniqueuse auprès de Christine Michaud, qui est venue ici dans cette émission. Alors, comment ça t'en est arrivé à devenir une chroniqueuse aussi, hein? Je pense que c'est parce que j'étais amie avec Christine. Puis, on s'était croisés dans des conférences ici et là. Puis, je crois qu'ils ont eu l'idée de m'inviter pour des petites chroniques à l'émission. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, je crois? C'est ça, exactement. Je l'ai fait pendant un bout de temps, puis j'avais le plaisir après de pouvoir aller dormir chez mon amie Christine, puis on prenait un petit verre de vin, puis on jasait, là, parce qu'on est toutes les deux très mordues de psychologie positive. Elle et moi, on a beaucoup de passions en commun. Et alors, comment tu es devenue aussi auteur? Parce que dans ton déjà gros programme chargé, à quel moment tu as eu le temps comme ça d'écrire? Ah, ça a été un supplice dans ma vie. Je pense que tu as remarqué que je suis une extravertie de la pire espèce. Me recueillir en moi-même, faire preuve de l'intériorisation requise pour écrire un livre, ça a été assez difficile, mais quand je terminais une conférence, les gens me disaient « Avez-vous un livre? Avez-vous un livre? Ou quel livre me suggérez-vous de lire? Je dois en savoir plus sur ce que vous avez présenté. » Et là, moi, je pouvais leur suggérer peut-être l'amalgame de 50 livres différents qui avaient composé un peu la conférence que j'offrais, là. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais écrire mon livre. J'ai été approchée par une maison d'édition, Un monde différent ici au Québec, qui m'a proposé d'écrire un livre. Je me suis dit, je vais faire un résumé de ce qui m'a le plus fasciné de découvrir moi-même. Puis ça a donné naissance à mon premier livre, Empower. Puis pendant la pandémie, j'ai relu mes 2 livres 2 fois. La première fois, pour prendre des outils pour prendre soin de moi, parce que c'était difficile, le contexte de confinement, d'être seule, de perdre tous mes repères, pas mes repères, mais mes divertissements extérieurs. Fait que j'ai lu mes 2 livres la première fois pour les utiliser moi-même, puis la deuxième fois pour représenter certaines nuances à des clients qui voulaient qu'on aille plus loin dans certains domaines. Mais les livres ont été très difficiles pour moi à produire. Mais c'est vraiment le résumé, l'amalgame, la mise en commun de ce qui m'avait, moi, passionné de découvrir.
Hmm. Alors justement, tout à l'heure, tu faisais une petite transition parfaite parce que c'est la question suivante que j'allais te poser, tu vois. Toi, tu es quand même une passionnée de la relation à l'autre, tu es quand même une hyper enthousiaste, curieuse, insatiable de connexion aussi. Et alors, je me demandais quel avait été l'impact pour toi positif de cette pandémie alors que les distances entre les gens devenaient obligatoires et restrictives comme ça. Bon, premièrement, j'ai découvert que je croyais que j'étais 100% extravertie. Hmm. Ben, dans ma jeunesse, c'était plutôt ça. Là. J'ai pas un profil nécessairement très balancé. Là. Je suis plutôt polarisée, un peu excessive. J'étais une caricature d'extravertie, même que j'avais mes idées en parlant avec les gens. Mon assistante Stéphanie, là, elle le savait, quand je me retrouvais avec des bons publics, là, je lui disais, rends-toi disponible, puis si jamais tu entends quelque chose de nouveau que je dis, note-le. Puis là, Stéphanie, des fois, là, elle me voyait entrer dans la zone et je pondais des idées auxquelles je n'avais jamais réfléchi avant parce que j'avais le privilège d'avoir un public, puis la connexion amenait les idées dans mon esprit. Donc, la pandémie a amené un volet de moi où j'ai développé l'introversion. J'ai commencé à savourer les moments seuls. J'ai commencé à savourer les moments d'oisiveté. Tout au début, je parlais d'une saine oisiveté. Là, maintenant, je parle d'une oisiveté sacrée. Tu sais, le fameux farniente, là, rien faire, là, puis pas avoir de stimulation. Chez moi, la télé est rarement ouverte, à moins que j'écoute un film ou Netflix, mais il n'y a pas de télé, la musique douce va jouer, puis c'est une nouvelle dimension de ma personnalité qui s'est manifestée dans la dernière année. Puis ça a correspondu à un moment parfait ou divinement choisi de mon parcours de vie, là, parce que j'avais commencé une démarche d'intériorisation. Je me suis séparée en 2018, puis j'ai commencé à davantage vouloir être à l'écoute de ce que je ressentais vraiment. Je ne sais pas si vous avez la notion chez vous en France de le mi-temps de la vie. Tu sais, quand tu es rendu à l'ère des bilans, là, vers 45, 48 ans, 50 ans, j'ai entré dans cette phase-là de réfléchir. Est-ce que ma vie correspond à ce que j'ai envie qu'elle soit? Parce que j'étais très, très réactive. Je répondais à la demande. Je disais oui pour des conférences à Toronto, oui à Vancouver, oui dans l'Est du Canada. Puis, j'étais devenue comme éparpillée trop à l'extérieur. Donc, avec un ami à moi que j'aime beaucoup, il me disait c'est l'heure de fermer les volets, Isabelle. C'est l'heure de développer tes racines puis d'aller goûter qu'est-ce que ça goûte en dedans. Ben, j'étais tellement sortie à l'extérieur de moi que des fois, j'en venais à ne pas l'entendre un peu la voix de la petite boussole intérieure, là. L'âme qui murmure. L'âme ne crie pas, elle ne fait pas une demande spéciale à telle heure, là. Mais c'est un petit murmure délicat qu'il faut que tu t'arrêtes pour l'entendre. J'étais dans cette période-là de vie, imagine, Luc, au moment où la pandémie a tout arrêté à l'extérieur. Je me dis, aïe, aïe, je suis quand même chanceuse, là. Ça correspondait à un bon moment. Je ne peux pas dire que je n'ai pas trouvé ça difficile quand même, là, l'isolement puis le confinement. J'ai trouvé ça dur par moment, mais en même temps, je sentais que c'était l'alchimie que je devais vivre pour... ça brûlait, mais la brûlure qui transforme le plomb en or, mettons, là, j'ai eu la chance de le vivre en masse durant la dernière année. Alors justement, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, là, tu me parles un peu d'alchimie, c'est bien que tu parles de ça parce que la plupart des gens qui sont venus dans cette émission, à qui j'ai posé cette question, tu as un petit peu déjà répondu, mais je vais quand même te la poser. Tu vois, en fait, la plupart des gens à qui j'ai posé cette question, que ce soit David Bernard, Christine Michaud, Rémi Tremblay, dont on parlait tout à l'heure, Serge Marquis. Alors, je voulais savoir, c'est pendant le mois de confinement, le premier, le mois de mars, etc., mois d'avril 2020, est-ce que tu as été étonné par un de tes comportements ou nouveaux ou revenus du passé que tu n'avais pas vu depuis longtemps? Je te dirais que le premier mois du confinement, ce qui a été très bizarre comme réaction, c'est que oui, il y a eu un petit peu d'anxiété. J'ai perdu tous mes contrats de conférence pour les 6 mois que j'avais devant moi. C'était la plus grosse période de conférence de ma vie avec des très, très beaux contrats, là. Puis, quand ça a cessé, là, je me suis sentie un peu fébrile et anxieuse et en même temps, j'ai ressenti comment je pourrais dire ça? C'est bizarre, hein? Ce qui est revenu, c'est comme une gratitude, une capacité de célébrer la vie, une qualité de présence
Ma grande fille avait choisi de faire son confinement chez son nouvel amoureux, là, qu'elle aimait beaucoup. Fait qu'elle était bien là-bas avec lui. Ma plus jeune fille, je me suis retrouvée avec ma fille Romane, puis j'étais devenue sa seule amie au monde parce qu'elle ne pouvait pas voir ses autres amis. Donc là, on allait prendre des marches pendant 90 minutes. On faisait du vélo, on faisait du yoga, on essayait de méditer ensemble. On s'est mis à cuisiner. Je me suis retrouvée avec une banque de temps là, qui m'a reconnectée avec une capacité de célébrer puis de savourer le ici et maintenant et réaliser tout ce que j'avais. Tu sais, moi, je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse dans la vie, là. Mais il y a des connexions sacrées que je dois honorer, puis j'ai réalisé que récupérer une banque de temps comme celle que j'ai récupérée, là, je me sentais bénie des dieux, je me sentais comme c'était une bénédiction folle. Puis oui, je perdais énormément d'argent, mais ça ne me dérangeait pas du tout, du tout. Je n'avais pas la peur du manque, je n'avais pas la peur de l'avenir, je me sentais comme portée par un genre de filet de me dire ce qui arrive, là, c'est pour le mieux pour le moment. Puis en plus, je savourais le temps de qualité avec ma plus jeune. Puis on a solidarisé les liens avec le papa de qui je m'étais séparée. On ne le laissait pas tout seul. Il faisait partie de notre bulle. Et je me disais, notre famille a bien traversé cette transformation-là. Fait que j'ai été heureuse, très, très, très heureuse jusqu'à temps que les demandes de conférences en virtuel se mettent à arriver à un volume fou. Là, j'ai commencé à refaire un petit peu d'anxiété parce que je devais trouver une manière de faire opérer la magie en virtuel. Puis je n'étais pas à l'aise avec ça. Puis quand je ne suis pas experte ou compétente dans un domaine, je ne me sens pas bien. J'ai un peu le syndrome de l'experte qui fait le mal de ne pas être 100% parfaite au début en partant. Là, tu sais. Alors, ce qui est bien, tu vois, ce qui est super, en fait, c'est que tu me permets d'entendre une nouvelle chose que je n'avais pas entendue de toi, dont je vais te parler dans l'émission plus tard. C'est qu'en fait, finalement, si je comprends bien, tu l'as dit, que pendant le mois de confinement, tu as retrouvé le temps. Oui. Mais peut-être que c'est juste le temps, pas plus de temps, pas moins de temps, tu as juste retrouvé le temps. Et moi, je pense que, a priori, on va voir dans l'émission comment ça va continuer, mais dans cette émission, j'ai l'impression que, en fait, le fil conducteur de ta vie, c'est que tu es une experte du temps, mais tu le sais peut-être pas encore, en fait. Tu es une experte du cerveau, mais tu sais pas que ça servira peut-être l'expertise du temps. Alors, on va continuer sur cette émission parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes. Alors, moi, j'ai beaucoup jubilé de ta jubilation personnelle quand tu disais que tu prenais soin de tes plantes pendant le confinement et tu avais même poussé le soin au point que tu donnais peu d'eau à tes plantes pour pouvoir leur redonner de l'eau toute la journée. Donc, a priori, tu avais retrouvé aussi le sens de la nature et de l'essentiel. Et je voulais savoir... est-ce que tu avais l'impression, est-ce que tu croyais justement qu'on vivait en ce moment un grand reset intérieur et qu'il allait falloir d'urgence qu'on change notre façon d'être et de vivre? Énorme reset. J'en reviens pas comment tu as une bonne mémoire pour les détails. On vit une énorme reset. J'ai recontacté justement comment développer cette connexion-là avec le vivant. Mais même le vivant, les plantes, j'avais pas de plantes avant. Moi, j'étais tout le temps en voyage, dans un aéroport, un hôtel. J'aurais eu des trucs artificiels, mettons, là, pour être sûr de ne pas les laisser crever. Mais là, je leur donnais un petit peu d'eau à tous les jours à l'extérieur. Je n'ai jamais profité autant de la vie extérieure. J'ai même adopté des chatons. Mais célébrer le vivant, ça, c'est le plus beau des resets que je trouve que la pandémie a donné à ceux qui étaient prêts à récupérer le filon d'or qu'il y avait à travers le minerai, là, parce que oui, ça a été désastreux pour plein de gens, mais moi, j'en connais beaucoup que ça a amené de la clarté dans les valeurs. Puis moi, c'était un peu célébrer le vivant. J'avais perdu plus le contact avec la nature. Quand je vais faire mon jogging, là, parce que là, je suis obligée d'aller faire du sport ou aller à l'extérieur à tous les jours, là, il y a une rue assez passante où je jogue, où je vois des voitures passer parce que je sens que je ne suis pas isolée toute seule comme une seule survivante d'une catastrophe nucléaire. Dans un contexte de pandémie, j'aime voir des gens, mais de l'autre côté, j'ai le champ. Donc, je sens qu'il y a du mouvement, il y a de la vie, mais de l'autre côté, je focusais sur les arbres, le foin, les outardes. J'ai même croisé des chevreuils. Donc, j'avais la nature à gauche, j'avais le trafic à droite. Oh, ça, c'était mon moment magique de la journée. Me rebrancher dans le vivant puis générer l'énergie dans mon corps par le mouvement, là, puis l'activité un petit peu plus vigoureuse.
Et je me demandais, tu vois, c'est une question que j'ai posée aussi à Rémi Tremblay, puis que j'ai posée aussi à David Bernard et à d'autres encore. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie maintenant, suite à ce que tu as vu, ce grand reset qui est en production? Qu'est-ce que tu vas changer à ta vie? Premièrement, connais-tu le concept qu'on dit, oh, j'ai pris une note à moi-même? Alors, La note à moi-même, c'est la prise de conscience que tu ne veux pas oublier quand l'agitation va repartir. Parce que dans mon livre Empower, j'avais fait dessiner par un illustrateur l'illustration d'une personne qui court sur un tapis roulant avec une carotte devant. Puis plus elle avance, plus elle s'essouffle, moins elle touche à la carotte, mais est en fuite en avant. Moi, je ne réalisais pas à quel point je me faisais violence en dormant dans des chambres d'hôtel plusieurs fois par semaine. Dans les temps d'attente dans les aéroports, c'était me faire violence. Puis, quand je recevais une demande, quand je voyais qu'il y avait de l'espace dans mon agenda, je ne m'interrogeais pas à me dire, est-ce que j'ai envie, moi, d'aller passer tant de temps à l'aéroport de Toronto en transfert pour me rendre à telle autre place? Puis, je faisais juste dire oui, 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 je suis disponible, oui, oui. Donc, maintenant, la pandémie va avoir changé que ma vie va m'appartenir à moi, puis ce n'est pas la demande extérieure qui va faire que je vais y répondre. Puis, j'adore donner des conférences. Là, je pourrais en faire 5 par jour. Rencontrer des salles m'énergise, là, ça donne un sens à ma vie incroyable. Puis, quand je dis que ça m'énergise, là, c'est... je donne mon énergie au début, puis après, ça me revient. Je ne peux pas dormir au moins entre 3 et 4 heures à la fin d'une de mes conférences en présentiel. Je ne peux pas le faire. Mais les déplacements me coûtaient beaucoup plus que je pensais. Donc, je me suis dit qu'il y aurait des régions où ça implique des déplacements en avion, que j'étais pour leur offrir des conférences en virtuel dans le futur, mais que je ne m'imposerais plus un rythme aussi fou de me lever à 4 heures du matin, de réatterrir le soir, arriver chez moi à 10 heures le soir pour repartir le lendemain matin. En plus, je n'ai pas besoin de faire ça, là, rendu où je suis rendue. J'ai 48 ans, j'ai travaillé excessivement fort dans le passé. En plus, je suis un peu dans une quête de minimalisme, de simplicité volontaire. Je n'ai pas 2 chalets à payer, un bateau, 3 voitures, du tout. Je n'ai même pas besoin de courir comme une folle comme ça pour répondre à des besoins. Je vais proposer aux gens plus éloignés des conférences en virtuel maintenant qui sont habitués. Mais je vais récupérer ma banque de temps parce que ça, je ne pourrai plus jamais m'en départir. La banque de temps, l'oisiveté sacrée, le fait que je m'installe devant mon foyer là, avec la ferme intention de faire rien. Je pense que c'est Christophe André chez vous qui disait faire des cures du vide, des cures de rien. J'ai adoré ça. Puis en plus, là, maintenant, mon enjeu, c'est de faire des cures de rien sans culpabilité. Ça marche, hein? Ça marche, mais il faut que je me prenne des notes. OK, cure de rien sans culpabilité. On va au téléphone, on retourne aucun courriel, c'est rien qui se passe. Alors écoute, justement, tu vois, on va faire une cure de rien sans culpabilité juste maintenant parce qu'on va faire une petite interview d'un chroniqueur qui s'appelle Thierry Ardisson, chez nous, que tu dois connaître parce que il a dû passer à travers l'océan. En même temps, c'est un petit ride que je vais te proposer pour découvrir un peu les multifacettes de ta personnalité. Alors, je te sais, un esprit quand même assez brillant, faut dire ce qui est. Une lionne aussi qui sait appeler à toi le courage. Alors, on va prendre un peu de courage et on va passer dans une petite émission, une petite interview upside down, ça s'appelle, une interview un peu atypique, ludique, avec quelques petites questions simples et à la fois profondes. Alors, la première question, vois-tu, Isabelle, c'est quel est le défaut qui te sauve la vie? Le défaut qui me sauve la vie. Tantôt, dans l'émission, j'ai dit que je suis un peu excessive. Ça, c'est un peu un défaut, genre polarisé. Là. Je suis en quête de tempérance, là, de voie médiane. Là. Mais je pense que mon caractère excessif m'a sauvé la vie parce que je connais des gens qui sont très capables d'endurer et de durer dans des états d'insatisfaction chronique. Ils vont rester là-dedans. Moi, quand je suis dans une insatisfaction pseudo-confortable, mais l'insatisfaction se met à crier tellement fort qu'elle est intenable. Donc, des fois, on va dire que la souffrance est un allié parce qu'elle te motive à bouger. Tu sais, quand tu souffres le martyre dans un couple, ben, éventuellement, tu sors du couple en question. Quand tu souffres le martyre dans un emploi, ben, tu te risques à balancer l'emploi puis à tester le tout pour le tout.
moi, la chance que j'ai, c'est que vu que je suis excessive, je n'ai pas besoin d'attendre que la souffrance me fasse saigner des yeux, là. L'insatisfaction chronique, là, le sentiment de il me semble il y a un ennui, il y a un sentiment de bof. Je ne peux pas tolérer ça. Donc, ça a fait en sorte qu'à un moment donné, l'emploi que j'avais, que je n'aimais plus, il a fallu que je le quitte. Là. Il y a comme le fait d'être comme aussi. Des fois, on va dire que tu es excessive ou tu es passionnée, là, mais mon caractère excessif, c'est un défaut qui m'a sauvé la vie parce que j'ai en ce moment la carrière hyper idéale. Là, je suis exactement sur mon X dans l'univers. Là. Au millième, je suis sur mon X. C'est parce que je ne me suis jamais contentée. Je m'approchais de l'étoile le plus possible. Puis en ce moment, avec le travail d'intériorisation que je fais, d'avoir fermé les volets, d'écouter les murmures de mon âme, là, je sais que je suis en train d'aligner ma vie plus personnelle à être très, très proche du X. Je m'approche du millième, là. Je ne suis pas encore rendue, hein, je suis en quête de… Dans ta vie, Isabelle, quelle a été ta plus belle erreur? Le moment où tu disais, c'est bon, j'ai fait la pire erreur et en fait, non, c'était carrément une super bonne idée. La fois que j'ai laissé un travail très payant pour accepter de prendre en charge un cours à l'université. Ça a été une chute salariale grave, là. Même que mon conjoint de l'époque, le père de mes filles, était là. Es-tu vraiment sûre? Certaine? Mais vraiment? Je dis, comment tu veux que je sois certaine? Moi, je ne l'ai jamais fait, ça. Je ne sais pas, on va l'explorer. Donc là, j'ai fait une grosse chute. Puis ça aurait pu être vu à l'époque comme une erreur. Quand tu calcules la trajectoire d'un point de vue fonctionnel et matérialiste, c'est une énorme grosse erreur. Mais d'un point de vue de l'évolution, du progrès, du développement personnel et même spirituel, je dirais, là, ça a été le tremplin, là. Le vrai tremplin. Mais ça, je tremblais un peu de l'intérieur avant de prendre la décision. C'était pas simple. Oui, ce sera ça la grosse erreur. Ouais, c'est effectivement. Hein, aujourd'hui, tu as la preuve que c'était effectivement une très belle erreur, hein, c'est certain. Oui. Quel est le plus beau conseil qu'on t'ait fait dans ta vie? OK. Dans ce contexte-là, où j'avais le salaire que je faisais à l'université au début, là, la première session, là, ça ne payait même pas les taxes sur ma maison. Là. Donc, je n'arrivais pas financièrement parlant. Puis, mon enseignante, ma muse, ma complice de l'époque, qui s'appelait Solange Cormier, quand je me suis lancée en entreprise à mon compte, Solange m'a dit « Accepte que les mandats pour lesquels tu vas être 100% passionné. N'accepte pas de donner de formation ou de consultation pour des sujets qui ne feront pas vibrer ton âme et ton cœur. Même si, d'un point de vue alimentaire, ça peut payer le loyer, là, n'accepte pas de prendre quelque chose qui ne te fait pas c'est chaud, ça brûle, c'est passionnant. Parce qu'elle dit, si tu le fais et tu prends quelque chose parce que c'est juste alimentaire, tu vas être médiocre. Les gens ne parleront pas de toi, tu ne vas pas t'épanouir et tout le temps que tu vas dépenser dans une zone qui ne t'allume pas, qui ne te rend pas vivante, c'est du temps que tu ne pourras pas mettre à faire, comment je pourrais dire ça, pas exploser le volcan de la passion, mais tu sais, t'asseoir sur le geyser qui propulse. Puis, à un moment donné, je m'en souviens au début, là, j'étais cassée, pas un sou. Puis, il y a des gens chez Hydro-Québec, une grosse entreprise ici, qui a dit Isabelle, on aimerait que tu proposes pour plusieurs équipes chez nous des formations en gestion du temps. Puis moi, premièrement, la gestion du temps, je suis nulle et pourrie en gestion de mon temps. Je ne l'ai pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est les enjeux de vie. Fait que la gestion du temps, dans l'optique où eux la voyaient, ça ne m'intéressait pas. Puis j'ai dit non. Et là, encore là, mon conjoint était là. Es-tu vraiment certaine que tu veux leur dire non? Mais je me dis, je ne le sens pas, ça ne fait pas c'est chaud, c'est brûle, ça fait c'est froid, tu gèles. Et j'ai refusé. Et là, après, sont arrivés des contrats où c'est moi qui ai développé le sujet qui me faisait vibrer. Là. Donc, meilleur conseil, Solange, à l'époque. Alors, écoute, la question suivante est une question un peu futuriste, mais si tu pouvais te cloner, que ferait l'autre Isabelle Fontaine comme activité?
je sais. Je suis souvent appelée à être dans un rôle où je diffuse. Je suis conférencière, donc ils m'invitent, puis c'est moi qui parle, je vais donner mon opinion, je fais vivre des aventures pédagogiques. Mais je dispose peu de temps, c'est là-dessus que je mettrais mon clone, là. Je dispose de peu de temps pour que les gens me partagent ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu avant la conférence ou comment ils ont mis en application après la conférence. Et je me délecte de pouvoir écouter des groupes discuter de leurs enjeux, puis de voir comment eux réagissent, qu'est-ce qui les nourrit de l'intérieur quand tout l'extérieur s'évanouit, qu'est-ce qui constitue les moments magiques dans leur travail, comment ils ont réussi à traverser des grosses épreuves. Quand je donnais mon bootcamp sur le courage, moi, j'étais sur scène pendant 12 heures de temps, mais j'aurais mis la clone de Isabelle dans les coulisses en train de poser des questions à tout ce monde-là sur ce qui les habite. Ah, ça, oui. Ça, j'aimerais profiter du temps pour extraire l'information des individus, de leur vie à eux. Une petite question qui me vient là, quand je te parle, que tu dis tout ça, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, tu dis toujours un truc qui s'appelle « Moi, je veux tout savoir, je veux tout connaître ». Tu as un rapport avec le tout particulier. Le tout, c'est quelque chose qui te fait triper, toi, l'idée du tout? Moi, j'ai un petit côté assez exhaustif. J'aime ressentir l'aventure au complet. Tu vois, j'ai l'impression que tu dis toujours « OK, dis-moi tout ». On pourrait dire ça, tu vois, tu es le genre de personne qui, si on te parle, il ne faut pas te dire les choses à moitié, il faut te dire tout. Oui, puis il faut dire les vraies choses. Les gens qui donnent les bonnes réponses, qui pensent que je veux entendre, ça me désintéresse complètement. J'aime aller dans ce qui est névralgique, ce qui est vivant, ce qui est vrai, ce qui peut amener un peu de vulnérabilité, ce qui peut amener des vrais désirs. Je déteste les conversations mondaines, les activités sociales de 5 à 7 où les gens parlent de la pluie et du beau temps. Je fais tout ce qui est possible pour m'extraire de ces devoirs-là. Moi, j'aime les rencontres plus intimes où les gens vont aborder des sujets qui révèlent quelque chose. Puis moi, j'aime aussi quand on est en train d'investiguer les choses qui sont vraiment vivantes, là, mais la pluie, le beau temps, les conversations pré-mâchées, je vais le faire là, dans les avions ou quand on doit, tu sais, genre, juste pour dire, on appelle ça la communication fatigue, là, c'est comme juste pour dire qu'on est en train de créer du lien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Les des soirées complètes à 50 personnes où on ne fait que créer du lien, là, ennui total. Fait que, oui, j'aimerais dire aux gens, raconte-moi tout. Comment tu as vécu ça? Comment tu l'as senti? Qu'est-ce qui t'a fait honte quand tu as vécu ça? Puis moi, j'accueillerais ça avec beaucoup d'ouverture puis d'amour. Puis c'est le vrai, là. C'est comme c'est le sillon d'or, là. C'est le petit diamant qu'on extrait quand on laisse à la personne suffisamment de temps pour se dévoiler. Alors justement, par rapport à ça, ça me donne une envie de te poser une question un peu particulière. C'est quel défaut doit donc avoir un homme pour te séduire? Il ne doit pas être dans une position de caméléon, justement, vouloir me donner les réponses que je m'attends d'avoir. Il doit être assez solide pour me confronter quand c'est le temps, mais il doit avoir cette solidité-là intérieure qui le rend, je ne veux pas dire inébranlable, parce que je n'aime pas les gens qui ont une cuirasse et qui sont inébranlables, là, mais être assez solide pour inviter peut-être mes questionnements, ma colère, ou être capable d'en prendre, là, être assez solide et enraciné pour dire bring it on, baby, puis s'amuser de ça. Pas être apeuré ou se dire je vais lui dire ça pour qu'elle puisse maintenir le contact. Là. J'aime que ça soit vrai, là. Puis être capable de prendre la chaleur qui va avec, là. Ou avoir la curiosité d'investiguer plus loin. Les gens, mes clients, j'aime un client qui est capable de me dire ça, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. Je te demanderais ce truc-là. Ou de dire je t'ai déjà vu dans tel contexte, ça, je ne veux pas que tu présentes ça à mon groupe. Là, je me dis, waouh, ça, là, il y a une belle solidité d'être en mesure de dire les vraies affaires. Souvent, j'ai des collègues ou amis français là, qui sont plus capables que nous, les Québécois, de dire les choses telles qu'elles sont. Ah oui, intéressant. Ben oui, c'est vrai que. Ouais. Le petit esprit critique. Ouais, c'est l'esprit critique français. Bon, un peu trop critique parfois, c'est vrai aussi. Mais alors, une dernière question. Si tu pouvais ne plus jamais avoir peur de rien, une Isabelle Fontaine sans aucune peur, quelle est la peur que tu conserverais pour vivre quand même?
je voudrais tout le temps conserver la peur ou la petite inquiétude que je peux avoir qu'il y ait des gens qui se sentent invisibles autour de nous ou dans l'ombre ou insignifiants. Je voudrais jamais atteindre un peu là, le pilote automatique où je perdrais le souci que j'ai de donner mon attention aux gens autour ou de faire en sorte que la dame chez le nettoyeur se sente jamais invisible. Puis même des fois, quand je vais aller dans certaines soirées, je me retrouve à me faire poser beaucoup de questions, mais des fois, je parle trop longtemps en pourcentage comparativement à ce que les autres ont à dire. Des fois, je reviens chez moi puis je me dis, j'aurais dû écourter ma réponse, j'aurais dû, moi, à mon tour, retourner la question puis écouter ce que l'autre avait à dire. Fait que j'ai souvent la peur qu'il y ait comme un manque d'équité dans l'attention qui est accordée. J'ai beaucoup d'attention qui m'est accordée à moi à cause de mon travail. Des fois, ce que je fais, ça intrigue le monde. Mais il y a des gens qui ont des choses intéressantes à dire, puis il y a des gens qui sont invisibles. Puis je voudrais toujours conserver la peur de jamais que sur mon passage, il y ait des gens qui ont senti qu'ils étaient insignifiants puis invisibles. Que ce soit la serveuse, la personne au nettoyeur ou ailleurs, là, je veux qu'ils se sentent vus quand je suis là. Puis ça, je veux conserver cette attitude-là jusqu'à la fin de ma vie. Alors, une dernière question. Si tu avais, ce qui est le cas grâce à Zoom, si tu avais en face de toi Isabelle Fontaine, tu la vois devant toi là, qu'est-ce que tu lui poserais comme première question si tu devais l'interviewer? Hey, c'est quelque chose, tes questions, hein, quand même. Ouais. OK, si moi j'ai Isabelle Fontaine devant moi, si je lui pose une question, une des premières, spontanément, ce qui vient, c'est peut-être celle que je me fais poser souvent, là. Ça ne serait pas la plus intéressante, peut-être. Les gens se demandent comment je fais moi, pour être tout le temps énergique, pleine de joie de vivre. La vraie réponse, c'est que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas tout le temps dans cet état-là. Il y a des fois que j'ai des petites détresses existentielles et tout ça, là. Mais peut-être la question que je me demanderais, c'est comment tu fais pour transcender des fois tes pannes émotionnelles puis tes détresses intérieures pour arriver avec des groupes puis entrer en transe puis oublier la peine que je peux avoir ou la détresse. Puis des fois, je me le demande moi-même, sérieusement. Là. Fait que c'est peut-être la question que je me poserais. Quand je me suis séparée en 2018, en plus, en cette période-là de ma vie, ma grande fille, elle n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien là, avec la séparation ni avec moi. Puis je me souviens que 2 ou 3 semaines après le gros choc, j'ai dû animer mon bootcamp sur le courage. J'ai été sur scène pendant 12 heures. Puis je me demandais comment j'étais pour être en mesure de tenir 700 personnes en haleine pendant 12 heures alors que moi, j'étais un peu en miettes. Puis, ce qui s'est passé, là, c'est que je fais souvent un genre de petite prière avant une intervention, là, une petite prière. Je demande à la vie, parce que c'est comme ça que moi, l'intelligence, Dieu, peu importe, moi, je l'appelle la vie. Là, je dis, la vie, prends mon ego en charge. Libère la puissance de mon âme pour prendre soin de ce monde-là, puis passe à travers moi pour connecter avec eux. Puis, ce qui se passe, c'est que vraiment, là, des fois, je vais arriver, là, j'ai le cœur en miettes, là, je me dis, shoot, let's go, là. Prenez soin du groupe à travers moi. Et tout à coup, j'entre dans une zone où je ne me sens plus. C'est pas que je me sens plus. Je ressens ce qui se passe, mais je tombe tellement dans l'ici et maintenant que ce qui arrive dans ma vie ailleurs ou dans mon passé ou ce qui vient de se produire, ça disparaît. C'est peut-être l'état de flow, là, l'état de psychologie optimale, entrer dans la zone. Là. Mais ça serait probablement, je demanderais comment tu réussis, Isabelle, à entrer dans cet espace-là quand tu arrives puis tu es bouleversée, tu as le cœur en miettes, ou tu arrives sur scène, tu es enragée parce qu'il y a eu des problèmes de technique, puis tu as travaillé avec des gens qui avaient de la mauvaise foi, puis qui étaient lâches, puis qui ne voulaient pas aider la magie. Là. Il faut bypasser l'humeur momentanée pour aller vers une mission plus grande. Là. Ça serait probablement la question que je poserais. Intéressante question. Hein. En même temps, tu parles d'une mission un peu plus grande. Ça m'intéresse beaucoup parce que justement, c'est la question que je voulais te poser. Tu vois,
Aujourd'hui, en France, les neurosciences, c'est le truc à la mode. Alors, la physique quantique, c'est en train d'un peu de se calmer. Alors, les neurosciences, c'est le nouvel Eldorado, très prometteur, ça c'est vrai, pour l'avenir et pour le développement. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser autant au cerveau, à son fonctionnement et à la programmation des émotions? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, c'est pas ça qui m'a intéressée au début. Moi, c'est les relations humaines que j'aimais. Le premier cours dont j'ai pris la charge à l'université, c'était comment dénouer des conflits relationnels en milieu de travail. C'est le cours qui m'avait été cédé par ma muse, ma mentor Solange, dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment dénouer des conflits relationnels en milieu de travail? Ce que j'ai réalisé, c'est que tu dois aider quelqu'un à bypasser l'émotion dominante, à bypasser sa haine, sa rancœur, son ressentiment. Fait que tu as de la grosse gestion d'émotions. Même la performance en entreprise, le charisme, le charme, le trac, c'est de la grosse gestion d'émotions. Donc là, je me suis beaucoup intéressée aux émotions et à la capacité de commander des carburants émotionnels. Donc, les relations humaines, la performance, amener mes enquêtes vers l'émotion, comment on la provoque. Et là, j'ai été dans toutes les différentes disciplines qui nous aidaient à distinguer comment tu peux faire venir une émotion. J'ai même fait une formation sur Broadway avec une enseignante qui enseignait aux acteurs. Parce qu'un acteur, il va pas faire semblant de vivre une émotion. Il la vit. Ça s'appelle le method acting, mais il faut qu'il la vive. J'ai été dans tous les domaines, puis les neurosciences m'ont beaucoup, beaucoup intéressée parce qu'une émotion, en anglais, on appelle ça un biochemical rush and flush, c'est-à-dire qu'il y a un déploiement de neurotransmetteurs qui s'appellent neurotransmetteurs quand ils roulent dans le cerveau, mais qui deviennent des hormones quand ils se mettent à aller dans la circulation sanguine. Puis le rush and flush, c'est une vague biochimique. De façon générale, là, les sensations corporelles, ça va durer entre 60 et 90 secondes si ce n'est pas entretenu par l'esprit. Donc là, je me suis dit, voici un angle à investiguer pour aider mes gestionnaires à bypasser leurs émotions et à commander le bon carburant émotionnel. J'ai été étudier aussi les athlètes avant les Jeux olympiques, les grands négociateurs qui ont des enjeux là, qui vont tenir soit des négociations de millions de dollars ou la vie de certains otages. Comment tu commandes une émotion? Puis là, ça m'a amené dans l'aventure biochimique. Puis l'autre chose, c'est quand j'ai enseigné à l'école polytechnique. À l'école polytechnique, les relations humaines ou les émotions, c'était pas d'entrée de jeu leur intérêt premier. Mais quand tu réussissais à leur démontrer à l'aide d'un petit logiciel qu'on pouvait provoquer une émotion qui était pour modifier la cohérence cardiaque et tout ça, à toutes les fois que c'était démontré et que c'était appuyé sur un déploiement scientifique, biochimique, ça séduisait beaucoup leur esprit cartésien et rationnel. Et moi aussi, de mon côté, ça me disait, hey, c'est activable, on peut le prédire, on peut le commander. Et là, je me suis mise à m'intéresser beaucoup au volet pragmatique des émotions qui essentiellement se circonscrit autour des neurosciences. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant chez toi, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment... t'es passionnante, il faut dire ce qui est, t'es passionnante, sans vouloir faire de l'exploitation gratuite de sentiments, tu vois, mais tu vois, en fait, tu dis souvent qu'on doit exploiter notre courage. C'est quelque chose que tu dis, très souvent on t'entend dire ça, et tu dis aussi des fois que la seule manière de vivre une vie savoureuse, c'est de vivre courageusement. Et ça, je trouve que c'est assez rare de mettre savoureux et courage ensemble. En général, en France, la notion de courage, c'est pas toujours associé à la notion de bien, c'est la notion d'effort plutôt. Et alors, tu parles souvent du Y neurologique, c'est-à-dire le moment où justement on a le choix entre rester dans la zone de confort. C'est ça, et à gauche, c'est l'évitement et rester dans la zone de confort, puis à droite, c'est justement faire face au courage. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient capable de choisir plutôt le courage que l'évitement? D'abord, il faut en être conscient qu'on est devant la croisée des chemins, là. Des fois, ça va être plus facile, là, comme admettons, moi, quand j'ai eu la chance de laisser mon emploi en recrutement pour aller à l'université, la croisée des chemins, elle devient très distinctive devant moi, là. J'aurais pu éviter et dire « Oh non, je ne suis pas prête, je vais prendre 2-3 ans d'études pour me former. » À un moment donné, c'est là que le courage embarque. Tu dis « OK, prête, pas prête, j'y vais. » Et si c'est pour moi, là, je vais apprendre à nager
en tombant dans la piscine. Puis, j'ai, moi, constaté dans ma vie, à moi, puis dans la vie des gens que j'observe autour, qu'à la croisée des chemins, là, quand tu attends le moment parfait, que tu remets plus tard, on est malheureux en couple, mais on a la grosse maison à payer, le chalet, le bateau, la deuxième voiture. On va se séparer quand les enfants seront à l'école, quand les enfants auront terminé l'école, quand on aura terminé de payer le chalet. Puis, il y a des gens qui vont être malheureux toute leur vie parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas rassemblé le courage de dire « OK, j'y vais ». Et moi, ma vie, c'est Anaïs Nin qui disait que ta vie s'élargit ou se rétrécit en fonction du courage disponible. Bien, moi, je l'ai retenu, puis quand j'ai écrit mon livre sur le courage, comment l'activer, c'est de me dire, on a besoin de courage quand on en manque. Puis, comment faire arriver la vague du courage? Comment te convaincre de prendre à droite du Y neurologique la voie où il va nécessairement avoir une tension, du stress, du cortisol, un petit peu de mal-être. Ne pas savoir ce qui s'en vient, c'est fatigant pour un cerveau humain, mais se dire, regarde, on va apprendre à nager en se lançant dans la piscine. Puis, je ne suis pas en train de conseiller aux gens de faire des gestes de bravade inconsciente. Là. Tu sais, quand tu as 3 enfants à nourrir, tu ne laisses pas un emploi comme ça sans avoir préparé un plan B ou un plan C parce que tu as une responsabilité qui vient sur tes épaules. Moi, quand même, quand j'ai fait mes gestes audacieux, j'avais organisé ma vie en conséquence que le monde autour de moi n'était pas pour souffrir le martyre en cas que j'ai un échec. Là. Je suis dans ma quête de la simplicité volontaire, c'est que je m'organise pour tout le temps être libre, pour tout le temps pouvoir choisir l'option courageuse parce que j'ai déjà recruté pour un client qui, son attitude m'a dégoûtée. Puis en plus, ça a été une des plus belles leçons de vie. Il voulait recruter un directeur marketing, puis il m'a dit, Isabelle, trouve-moi quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est endetté jusqu'aux dents. Puis je disais, pourquoi tu veux quelqu'un qui est endetté jusqu'aux dents, quelqu'un qui a faim autant? Ben, il dit, il va me donner tout ce qu'il a, il va saigner pour moi, puis il ne sera pas obstineux. Là, je me suis dit, oh my God, je ne veux jamais être dans cette position-là. Donc, c'est sûr que moi, je fais des choix de vie pour avoir des filets à gauche et à droite. Là. Je ne suis pas endettée jusqu'aux dents, je vis en dessous de mes moyens, mais je fais des choix courageux parce que je ne suis pas prise à la gorge, jamais. Là, tu dis, c'est toi qui décides d'eux, et en même temps, la vie a fait en sorte que toi, tu décides d'eux. Donc, tu vois, c'est toujours touchant de voir comme des fois, on a l'impression qu'on a décidé, et en même temps, c'est la vie qui nous décide. Est-ce que c'est toi qui décides d'avoir du courage, ou est-ce que c'est le courage qui veut de toi? Ben, la vie amène un genre de, je ne sais pas si tu connais le thème, synchro-destinée. Moi, je pense que la vie, elle déroule des petits tapis rouges à gauche et à droite, puis là-dessus, on n'a pas un énorme pouvoir de volonté, sinon qu'être disponible et être conscient pour les attraper, ces moments-là. Mais est-ce que tu vas décider de commencer à marcher sur le tapis rouge? Là, c'est toi qui dois faire l'élan d'aller vers l'occasion qui t'est présentée. J'ai quelqu'un dernièrement qui voulait que je fasse une entrevue avec lui sur les célibataires à la recherche de l'amour. Mais tu sais, c'est un Y neurologique. Il y a des gens qui, pour éviter le rejet, pour éviter l'embarras d'être repoussés, vont jamais tenter d'ouverture avec une personne qui les intéresse. Là, tu sais, la vie, elle peut te présenter quelqu'un devant toi, puis à un moment donné, te la présenter dans un aéroport, à l'épicerie ou ailleurs, mais il y a toujours un moment donné où tu dois sauter. Donc, le courage te cherche dans le sens où peut-être que la vie t'amène une opportunité, mais après ça, il y a quand même un petit bout où il faut sauter dedans, je crois. Tu parles très souvent de creuser le circuit neurologique et ça, j'apprécie beaucoup cette idée parce que quelque part, en fait, on voit que c'est comme une sorte d'action intérieure avec une idée de volontariat quand même, mais en utilisant la neuroplasticité autodirigée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, tu utilises un matériau existant et une fonction existante. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est à quel résultat incroyable tu as pu réussir à accéder avec cette pratique? Quand j'ai commencé la prise de parole en public
à l'université au début ou quand j'étais devant des grands groupes par la suite, au début, je conscientisais tout ce que j'étais pour dire. Je voulais être certaine de ne pas oublier ça. Je voulais être certaine d'aller là. Et j'étais tellement comme néophyte dans le domaine, j'avais pas développé l'habitude d'être à l'aise, que tout était trop conscient, trop volontaire. Et à force de m'être mise en risque, à force de m'adresser à des groupes, j'ai pu commencer à me fier sur ma capacité d'improviser puis me dire que la connaissance est là, puis celle qui a à être présentée, se représenter. Ça sera ça l'idée qui me viendra, qu'il va falloir que je nomme ou que je présente ou que je cite. Mais la neuroplasticité, c'est comme apprendre à conduire manuel. Au début, tu as l'impression que tu ne pourras pas tourner en même temps. Mais au bout d'un certain temps, tu es en mesure de parler au téléphone, tu tiens un café, tu pars en première comme si tu l'avais fait toute ta vie. Hein? Moi, je pense que j'ai réussi à développer le circuit neurologique du courage puis de l'audace, de sauter en me disant « advienne que pourra, je fais confiance à la vie, je devrais m'en sortir ». Mon père disait que j'étais débrouillarde. Ah, je ne suis pas inquiète pour Isabelle, elle est débrouillarde. Là, je me disais, mon père trouve que je suis débrouillarde, je vais me débrouiller. Donc, à toutes les fois que j'étais dans le doute, ça va-tu fonctionner ou pas fonctionner, je me disais, oh, vas-y, tu improviseras en descendant dans ta chute. Fait que ça, je pense qu'au début aussi, j'avais le syndrome de la bonne, gentille fille qui dit les belles affaires puis qui rend tous les gens contents et heureux. Puis, j'ai dû muscler le circuit neurologique de l'intégrité pour apprendre à dire les choses difficiles à dire et difficiles à entendre. À un point tel qu'à un moment donné, je parlais de la capacité de rajouter des circuits neurologiques pour certaines émotions. À l'époque où je faisais du coaching de gestion avec certains leaders, il y a des êtres humains qui ont... Ce qui les bloque en termes de performance, c'est qu'ils ont des émotions en trop ou des émotions en pas assez. Tu sais, des fois, il y a des gens qui manquent de drive, de confiance, de passion. Il y en a d'autres qui ont trop de peur ou d'anxiété, mais la peur de faire de la peine, la peur de déplaire, de créer des inconforts, va faire en sorte qu'il y ait des situations qui pourrissent entre des individus. Puis moi, je mène ça à la conscience, puis je vais te dire maintenant, si tu es devant la croisée des chemins, puis ton employé, ton patron ou ton client, à chaque fois que tu vas être devant le patron puis que tu ne lui diras pas les vraies affaires, les vraies choses, dis-toi à haute voix, explicitement, ce que tu ressens implicitement. Dis-lui, excuse-moi, je ne te donnerai pas le feedback constructif que tu mérites d'entendre pour te développer. Je préfère laisser pourrir notre relation parce que mon confort émotionnel est plus important que la relation qu'on est en train de développer ensemble. Parce que c'est ça qu'on se dit ultimement. Hein? Les gens, ils ne s'en rendent pas compte, ils disent « ils laissent passer, puis ils laissent les gens s'ensevelir dans des comportements qui n'ont pas de bon sens. Puis après ça, les gens disent « mais pourquoi personne ne me l'a dit? » Parce que tout le monde était trop lâche. Ils ont préféré laisser pourrir la relation plutôt que de te dire la vraie affaire. Et moi, à l'époque où j'étais la bonne, gentille fille qui ne fait pas de peine à personne, je laissais pourrir des relations. J'accumulais du ressentiment. Puis maintenant, je me suis dit non, mes relations sont trop importantes pour moi. Elles doivent être nettoyées au fur et à mesure. Elles doivent être vraies. Puis il y a quelqu'un en Belgique que j'aime beaucoup, c'est Thomas d'Azembourg. Il avait écrit un livre, c'est Essayez d'être gentil, soyez vrai. Puis il a donné une métaphore là-dedans que je présente à mes gestionnaires quand je fais des sessions sur le courage managérial. Il disait, quand un enfant tombe et se blesse, on va nettoyer la plaie, on va l'aseptiser. Mais nettoyer la plaie, ça fait mal, mais ça ne fait pas de tort. Puis, je crois qu'on peut développer un circuit neurologique vers plus d'intégrité, vers plus de joie de vivre aussi quand le contexte de vie est difficile. Le courage, ce n'est pas juste faire face à la peur, hein, c'est aussi faire face à la fatigue, la lâcheté. Les gens qui disent « Ah, je reçois mon chèque du gouvernement, là, c'est aussi payant qu'aller travailler. Je ne vais pas aller travailler. » Ici, on s'est retrouvés au Québec, on a la PCU pendant Programme canadien d'aide de je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas c'est quoi le mot pour ça, mais c'est qu'on donne de l'argent aux individus en ce moment qui puissent rester à la maison pour pas qu'ils aillent travailler malgré la pandémie. Mais j'ai beaucoup de mes entreprises qui n'ont pas de main-d'œuvre. Ils doivent refuser des contrats parce que leurs employés
préfèrent prendre le chèque qu'aller travailler. Mais il y a été une époque, même dans les sociétés traditionnelles, une performance médiocre est observée par la tribu. Quelqu'un qui dit non, prenez-moi en charge, puis je vais me plaindre tout le long que vous ne me prenez pas assez bien en charge. Tu sais, quand on est dans une petite société où les gens s'observent, on ne peut pas vivre ça, mais dans notre société d'État-providence, chez nous au Québec, on peut se permettre ça, on dirait. Fait qu'installer le circuit du courage, c'est créer la force d'accomplir les choses malgré la fatigue, faire face malgré l'inconfort, la crainte et l'anxiété, mais aussi se tenir en joie qu'à un moment donné, on sent que le moral veut plier. L'idée, ce n'est pas de ne pas accueillir la tristesse ou la détresse, c'est qu'à un moment donné, il faut remonter. Là. Puis, c'est ça un peu le courage. Puis, un être humain, avec la plasticité neurodirigée, peut augmenter ces circuits-là. Puis même, le plus beau compliment que j'ai eu, c'est une de mes assistantes qui travaillait avec moi à l'École polytechnique. Elle dit, Isabelle, elle dit, depuis que je te connais, je ne peux pas imaginer qu'à un moment donné dans ta vie, tu n'étais pas capable de dire les vraies affaires. Et je dis, oh oui. Elle dit, non, dis-moi, depuis que je te connais, tu es celle qui incarne le plus ça. Bien, je l'ai remerciée. C'était comme si vu de l'extérieur, c'était la preuve que mon circuit avait commencé à être installé. Puis, j'étais devenue plus une naturelle avec quelque chose qu'au début, tu conduis manuel, puis il y a de l'eau dans le gaz, puis tu n'es pas à l'aise, mais au bout d'un certain temps, tu deviens à l'aise. Il y a un petit côté Frankenstein des temps modernes, à aller construire, greffer des circuits neurologiques pour essayer de transformer, améliorer. On dirait que dans l'esprit, les humains n'utilisent pas plus de 10% de leur cerveau. Bon, allez, on va faire du 1000% pour voir. Dans l'absolu, là, même si ça paraît un petit peu stupide comme idée, mais à ton avis, on pourrait accéder à quel potentiel de l'être humain si on suivait un peu ton regard des choses? Là, je vais recadrer. Je ne pense pas qu'on peut accéder à du 1000%. Je crois, par contre, que, comme tu disais, on accède à 10%, on peut libérer le potentiel bloqué et peut-être accéder à du 50% si on est chanceux. Puis même encore là, je pense que les prochaines années les prochaines décennies qui vont venir vont nous aider à comprendre un potentiel de reliance entre le vivant beaucoup plus grand que ce qu'on est en mesure de percevoir en ce moment. Je ne sais pas quel philosophe chez vous avait déjà dit ça. Je ne sais pas si c'est pas... je vais me risquer avec André Malraux, mais il disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Oui, c'est ça, c'est Malraux. C'est Malraux, hein? J'avais beaucoup aimé ça. Je me suis dit, on va probablement développer un potentiel psychique de nous relier entre nous, les humains, de nous relier avec la nature, de pressentir, de ressentir le subtil. En ce moment, on a besoin de des gros messages là, pour qu'on ressente quelque chose, mais la pandémie fait quelque chose de bon. Là. On est dans une société très dopaminergique. Dopaminergique voulant dire on a besoin de beaucoup de stimulation. Des goûts très sucrés, très salés, très vinaigrés, des voyages de plus en plus exotiques, des expériences de plus en plus à couper le souffle. Moi, j'ai des clients, ils ne savent plus quoi faire comme événement pour que ça soit plus que l'année d'avant. Tellement que c'était à couper le souffle, des spectacles de lumière, de musique, c'est comme... Puis là, je me dis, peut-être qu'éventuellement, on va devoir apprendre à extraire les diamants d'un murmure très subtil, mais qu'on va exploiter davantage de cette écoute-là ou de cette connexion-là qui va devoir être connectée peut-être à partir de l'intériorité ou le monde spirituel. Moi, je ne suis pas du tout partisane de religion. Je n'aime pas beaucoup... ma réserve, c'est... je ne sais pas si vous dites ça en France, mais au Québec, on dit « où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Moi, je n'aime pas qu'un humain ait un rôle de pouvoir sur moi ou ma spiritualité, mais Thomas d'Azembourg, dans un de ses livres que j'ai lu dernièrement, disait « On a besoin quand même de réinventer une spiritualité entre égaux. » Égaux, là, des gens qui sont égales les uns avec les autres. Pas une personne qui te dit quoi faire ou qui te dit « Voici quel rituel, voici ce que tu dois porter ou pas porter, ce que tu dois manger ou pas manger. » Mais on a au Québec, avec la Révolution tranquille, on a floché le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en refusant que l'institution religieuse nous dise quoi faire,
il y a toujours bien une dimension de l'homo spiritus qui se pose des questions sur son destin, la vie, puis ces choses-là. Pourquoi je vis? Tu sais, il y a cette dimension-là de l'humain qui doit être reconnectée. Puis je pense qu'on a envoyé un homme sur la Lune, là, on réussit à faire des exploits dans le monde physique. Je pense qu'on a très, très peu exploité le monde de l'intériorité, le monde de la connexion. Puis je présume, et je l'espère, que la pandémie, le ralentissement où la pandémie nous a tous lancés à côté du tapis roulant qui court vers plus de stimulation, plus de dopamine, plus d'excitation. J'espère que la pandémie va avoir fait en sorte qu'on commence à développer les ressources internes, là. Un bootcamp de l'intériorité, puis une capacité d'entendre l'âme murmurer. Tu parles de la spiritualité dans le sens de ce que tu viens de dire de l'intériorité, mais j'ai une question à te poser parce que je me suis rendu compte de quelque chose que tu dis très souvent. Évidemment, ce n'est pas une nouveauté pour toi quand je vais te le dire, mais je sais que tu es quand même quelqu'un qui a comme valeur fondement la liberté. C'est vraiment quelque chose de très important pour toi, la liberté. Number one value. Oui, voilà, number one value. Mais en même temps, ça a son effet de bord, comme toujours, la liberté. Surtout ces temps-ci, on voit bien que la liberté, elle est mise à mal. Justement, c'est vraiment une crise de liberté. Tu vois, tu disais souvent qu'à travers cette démarche de conférencière et de conférencière du courage, tu vois, ton but, ton souhait, c'était de rendre les gens libres. Mais la question que je me suis posée quand j'écoutais ça, c'était quelle est la plus grande liberté, à ton avis, que tu devrais pouvoir leur rendre? On a des ressources personnelles non seulement inexploitées, mais ignorées. On ne sait même pas que c'est là. Tu sais, les gens vont dire « Ah, toi, tu es une grande motivatrice. » Non, moi, je ne veux pas donner de la motivation aux gens. Je veux libérer l'empowerment, l'automotivation qui devrait être présente si elle n'était pas entravée d'une multitude de pensées limitatives, de contraintes ou de sentiments que tu es né pour un petit pain. Tu sais, comme au Québec, on est né pour un petit pain, l'argent ne pousse pas dans les arbres, tu sais, il n'y en a pas de job parfait, il n'y a pas d'homme parfait. Moi, je me dis, pourquoi accepter ce destin-là que ça va être dur, il faut faire des efforts terribles, il faut s'adapter. Là, je me dis, pourquoi? Puis, être motivé, moi, je fais juste laisser libérer ce qui m'intéresse, la passion, la curiosité, puis après, je travaille avec ça. Mais on a tellement de blocages. Fait que moi, mon but avec les conférences, c'est de rendre les gens libres. Je veux les rendre libres, je veux les rendre puissants, je veux leur donner des accès à la joie de vivre. C'est pas si complexe que ça, la joie de vivre. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment un feeling, là. Je trouve qu'un être humain qui est libre, c'est un être humain qui a accès au meilleur de lui. Tu sais, une femme qui reste avec son mari parce que c'est lui qui paie tout, puis elle ne veut pas travailler, puis elle aime sa belle maison, tout ça, là, elle n'a pas accès au meilleur d'elle-même. Si elle avait la même liberté que le mari, puis elle choisissait de rester avec lui par amour, elle ne serait pas prise dans un genre de petite prison dorée. L'employé qui a le choix de travailler ou pas travailler et qui se rend travailler parce que ça correspond au sens de sa vie, c'est le meilleur employé. Celui qui doit travailler parce que les cartes de crédit à côté, ben lui, il va là comme un petit prisonnier, mais dès que tu es libre, tu peux faire la même chose avec une légèreté, une joie de vivre qui imbibe de sens ce que tu fais. Ça, moi, je te jure, je souhaite la liberté à tout le monde que je connais. La liberté et le sens. Puis pour avoir de la liberté, ça prend du courage. Puis pour avoir du sens à ta vie, ça prend du courage. Donc le courage ne m'a jamais intéressé au départ. C'est la liberté qui m'intéressait. Mais pour l'atteindre, il y avait un ingrédient essentiel, c'était le courage. Puis il a fallu que je fasse une quête de quelles sont les astuces pour nous aider à libérer le courage pour goûter à la liberté éventuellement, là. Mais ça a toujours été ma valeur de base, la liberté. En filigrane de ce que tu dis, on entend quelque chose tout le temps qui dit, parce que quand tu parles de liberté, moi j'ai l'impression que tu dis en fait, mais pourquoi est-ce qu'on devrait se contenter de peu? On dirait que c'est ça qui est derrière ta liberté. Tu as envie de dire, hey, libère-toi de l'idée que tu pourrais te contenter de peu. Mais avec le confinement, là, avec le Covid, tu n'as pas l'impression qu'en fait, quelque part, tu as été obligé toi aussi de revoir ta copie? En fait, je travaille beaucoup là, sur moi-même. Ma quête, c'est le contentement, la tempérance, puis la capacité d'extraire 100%
de ce qui est à ma disposition ici et maintenant. Parce que moi, je suis habituée de voyager beaucoup. Tu sais, je faisais des retraites en Inde. Je m'en allais passer l'hiver avec un de mes amis au Mexique. J'ai eu des frustrations, là, j'ai eu des blocages qui ont contraint ma liberté. Je n'ai pas aimé ça sur le coup, mais en même temps, je me suis dit, je ne veux pas tout avoir 1000% de ce que la vie veut offrir, mais je ne veux pas me contenter de rester à 100 km de mon X, de ce qui a été designé pour moi, parce que j'ai été trop lâche pour m'avancer puis me diriger sur ce qui est le bon fit pour moi. Donc, le but, ce n'est pas de me gaver de plus, mais c'est de m'approcher le plus de où est mon fit. Je ne veux pas me contenter de misfit, mais je veux ressentir le contentement, le fait que je suis nourrie avec peu. Mais je ne veux pas avoir un misfit. Je ne sais pas si c'est clair, comme par exemple, tu sais, l'emploi que j'ai, là, je veux pas être celle qui va donner toutes les conférences partout, être la meilleure, la plus recherchée, mais je vais être présente pour être 100% disponible pour les groupes qui m'invitent moi. Dire oui, être là pour le rendez-vous que j'ai avec la vie, je veux être là. Je suis célibataire en ce moment. J'aimerais bien que la vie me présente mon âme sœur ou la personne qui va être idéale pour faire un bout de chemin avec moi en ce moment. Mais je veux me diriger vers le fit, le X, OK, ça c'est meant to be, c'était écrit pour arriver. Je ne vais pas me dire, je suis bien mieux d'être avec cette personne-là, je ne suis pas la bonne personne pour lui, il n'est pas la bonne personne pour moi, mais c'est mieux que rien. Moi, je ne veux pas me dire c'est mieux que rien. Je veux me dire, je veux me garder disponible pour le vrai fit. Parce que dans ma carrière, j'ai le vrai fit. Au niveau de ma santé, au niveau de ma vie, j'ai le vrai fit. Me contenter serait être loin de mon fit en acceptant un misfit, mais je ne veux pas me gaver de tout ce qui existe dans le monde. Oui, je comprends. Je ne pense pas que la personne idéale au monde de Prince Charmant existe, mais il y a une personne qui a un fit avec moi puis qu'ensemble, j'avais lu un roman à un moment donné, je ne me souviens pas de l'auteur, mais le livre s'appelait « Je m'appelle Marie ». C'est un papa qui avait perdu son enfant. Puis, il écrivait, en tout cas, il disait inquiète-toi pas, il dit, maman et moi, là, il dit, ensemble, on constitue une armée. Oh, j'avais trouvé ça tellement beau. Moi, je voudrais comme rencontrer ma personne, qu'ensemble, on constitue une armée. Pas dans le sens qu'on va partir à la guerre, mais dans le sens qu'on est deux, là, on est tellement solides là, qu'on a l'impression qu'on est comme solide et indestructible. Tu sais, que tu n'es pas en train de tout le temps travailler, puis de quêter de l'affection, de quêter de la connexion, mais qu'ensemble, tu es solide. Fait que moi, tant que je ne rencontrerai pas cette personne-là, je vais être toute seule. Tu as quand même un concept très particulier, c'est que, en fait, là tu nous donnes à entendre une partie mentalisée de toi, mais en fait, tu es quand même la spécialiste du cocktail hormonal. C'est-à-dire que là, tu pourrais me dire, écoute, Luc, ça dépend. Tu veux quoi comme cocktail? Tu veux dopaminergique ou tu veux plutôt here and now chemicals? Parce que ta vie en dépend. Alors, toi, c'est quand même un truc chez toi que je trouve incroyable. Les autres, ils parlent peut-être de choses purement… tu vois, tu me parles de Mathieu Ricard ou tu me parles de Christophe André, c'est pareil. Tu me parles du here and now chemicals, quoi. Mais, à ton avis, l'état d'être, est-ce que c'est here and now chemicals ou c'est dopaminergique? Here and now chemicals. Mais les deux doivent être balancés. J'en reviens pas comment tu es bon pour faire une synthèse de Pardon. tout ça, tu es capable de faire rentrer ça dans une entrevue, ça m'impressionne beaucoup. Mais il y aurait comme dans le cerveau deux systèmes, un système dopaminergique par le striatum et toutes les hormones qui te font savourer ce qui est présent dans le ici et maintenant. Tu as l'ocytocine, tu as l'endorphine, tu as l'endocannabinoïde et tu as l'anandamide. Il y a ces hormones-là qui vont faire en sorte que tu célèbres, tu savoures, tu as l'émerveillement, le contentement dans peu de choses et c'est disponible. Tu peux y toucher. Tu as accès ici et maintenant. Le truc dopaminergique, là, c'est que tu as toute une tension. Tu es comme comment on appelle ça, un slingshot en anglais? Un tire-pierre? Ah oui. En tout cas, il y a comme un gros élastique avec une pierre au bout, là. Puis là,
la personne qui est tout le temps en quête de plus, tu sais, le manager qui veut tout le temps avoir une plus grande promotion. Ah, je vais être heureux quand je vais avoir cette promotion-là. Mais une fois qu'il l'a, il dit, ah ouais, c'est juste ça. Puis il continue de courir sur le tapis roulant vers l'autre promotion. Puis, un qui a fait une grosse dépression, c'est celui qui est allé sur la Lune. Il y avait un très gros système dopaminergique. Il était tout le temps en tension de plus. Mais quand tu es allé sur la Lune, qu'est-ce qui te reste comme prochaine étape? Et là, les gens qui sont dans le Here and Now Chemicals pourraient lui dire, maintenant, trouve ton aventure dans le sourire d'un enfant, dans un coucher de soleil. Trouve une façon de jubiler autant. Mais là, on s'entend que c'est très différent, là. Puis, les gens vont être en course. Tu sais, à quel moment le culturiste est assez musclé? Il est en tension vers plus. Moi, je connais des gens qui font maintenant des ultramarathons Ironman plus. Ils vont être en mesure de courir pendant 24 heures de temps. Tu dis, à quel moment ça arrête? Moi qui vais faire des petites retraites spirituelles en Inde, à Bali, partout, à quel moment ça arrête? Une personne qui veut toujours plus, encore mieux, ça n'arrête jamais. C'est une insatisfaction perpétuelle. Si dans ta course au progrès qui est nécessaire, soit dit en passant, il y a des gens qui n'ont aucune tension. Ils vont fumer des joints dans le sous-sol chez eux pour le reste de leur vie, puis ils vont rien accomplir. Donc ça, c'est pas une vie maximisée, c'est pas se découvrir son potentiel. Mais il faut faire très attention parce que dans une société dopaminergisante, je pourrais peut-être dire, on passe notre vie sur le tapis roulant en réalisant pas à quel point on peut se dire, OK, peut-être que je suis assez riche, peut-être que je suis assez mince, peut-être que je suis assez musclée, peut-être que j'ai assez lu de livres dans ce domaine, peut-être que c'est assez et je peux me rouler dans la chance que j'ai d'avoir assez. Mais mon feeling, c'est que ça arrive dans certaines étapes psychosociologiques du développement humain. C'est rare que les gens de 17 ou 18 ans ont accès aux Here and Now Chemicals d'un Mathieu Ricard, d'un Christophe André. J'ai l'impression que c'est peut-être vers le mi-temps de la vie que tu commences à te dire, à un moment donné, peut-être que là, en ce moment, j'ai exactement tout ce que j'ai cherché pendant ma jeunesse. Mais ces deux systèmes-là, si tu n'en es pas conscient, tu peux passer ta vie en course où les autres vont jamais activer le système dopaminergique de progrès, se donner un petit but, atteindre un challenge. Tu sais, le thrill que tu as de traverser des étapes, il y en a qui vont fumer des joints toute la soirée dans leur maison en n'ayant aucune tension dans l'élastique, puis en mourant en disant « Ah, j'aurais donc dû essayer ça ou tenter de me découvrir plus. » Mais tu as raison, les deux systèmes sont à calibrer. Puis il y a des moments de la vie où c'est le temps d'appuyer sur une pédale ou d'appuyer sur l'autre pédale. Tu vois, quand tu dis ça, en fait, je pensais à notre ami commun qui s'appelle François Lemay et qui dirait « It's okay, it's a process ». Il dit ça souvent, lui. « It's okay ». It's okay, it's a process. Alors, je te parle d'un autre ami à toi, tu vois, c'est Serge Marquis, qui, dans la dernière interview qu'on a fait avec lui, il disait, lui, qu'en fait, si tu veux, il trouvait qu'il fallait accepter nos limites et qu'il fallait avoir cette espèce de retour à l'humanitude, c'est-à-dire, non, le monde est en train de proposer 1000 choses intéressantes et puis 1000 possibilités, mais en même temps, on est saturé de plaisir et qu'il fallait accepter un peu cette limite. Alors, pour une lionne comme toi, supersonique, c'est quoi ton regard sur cette idée d'accepter l'humanitude, ses limites? Moi, j'adore Serge et ses concepts. Ça fait partie de mes amis sages qui font du bien. C'est magique covoiturer avec lui puis de voir ses réflexions. Rémi Tremblay aussi, les deux me font cet effet-là. L'humanitude, hein, qu'il appelle? Il appelle ça l'humanitude. Il dit c'est l'art d'accepter qu'on est limité, en fait. On peut pas regarder 50 émissions de Netflix. On peut pas regarder à la fois Facebook, en même temps faire la cuisine, en même temps parler à son mari, en même temps ceci. On peut pas tout en même temps. On peut pas tout être. On peut pas tout faire, comme il disait quand je faisais l'interview avec lui avant que je le transforme en robot, là. Mais l'histoire, c'est, à ton avis, toi qui es quand même une lionne supersonique, presque ça m'inquiète de t'entendre. C'est ton impression, là, que tu dis ça, parce que c'est drôle parce que je n'avais pas fait le lien avec l'humanitude de Serge, mais dans ma quête en ce moment de contentement, c'est justement, c'est une quête, moi je ne suis pas proche comme Serge ou Rémi d'y toucher, là, mais je tends vers ça. C'est comme un peu
mon étoile polaire, là. Je sais quand même si je marche en cette direction ou si je marche en sens opposé. Mais j'essaye de limiter mon désir de vouloir vivre toutes les expériences humaines les plus intenses. J'ai un autre grand mentor, c'est Etienne Regia à Vancouver, qui dit, par exemple, il dit « L'argent, en fin de compte, n'est utile que pour acheter des expériences de vie. » Puis là, je me dis, il y a quand même raison. Moi, je ne suis pas le genre à investir dans beaucoup de données matérielles autour, là. Mais les expériences de vie, je ne sais pas jusqu'à quel point je suis en mesure de me limiter. Par exemple, les voyages. Je me suis retrouvée en Inde du Sud avec mon ami Martin Bilodeau. Écoute, on est en Inde du Sud, c'est paradisiaque ce qu'on vit. Là, on est dans le Kerala, c'est sublime. Et on est sur nos téléphones en train de magasiner le prochain voyage qu'on va faire à telle place au Costa Rica. On regarde des vidéos. Puis là, à un moment donné, je me suis attrapée en me disant « Aïe, ça, c'est spécial. Tu es en train de vivre un voyage qui se veut aussi en plus une retraite de méditation et tu es en train de magasiner le prochain voyage spirituel que tu vas consommer. Ça ressemble-tu à quelqu'un qui est en train de courir sur le tapis roulant? » Fait qu'au moins maintenant, à 48 ans, je m'attrape de temps en temps. Là, je ne peux pas te parler des fois où je ne m'attrape pas puis que je continue de vouloir tout, mais je veux être en mesure de vraiment me satisfaire de moins. Puis j'ai beaucoup lu aussi sur... il y a quelqu'un chez vous, Sébastien Boller. J'ai adoré son livre « Le bug humain ». J'ai aussi adoré son autre livre qui est, je pense que ça s'appelle « La quête de sens ». Puis il disait, à un moment donné, là, tous les voyages touristiques qu'on fait là, à gauche et à droite, toute la pollution des avions, toute l'utilisation d'Internet qu'on fait qui extrait l'électricité, que c'est géré dans des serveurs enfouis. Tu sais, l'être humain court à sa perte parce qu'il ne peut pas dire non à son système dopaminergique. Puis je me dis, hey, c'est vrai, moi, j'ai beau parler de minimalisme, mais est-ce que moi, je vais arrêter de faire des voyages? Moi, je pouvais aller au Mexique 3-4 fois par année, là. 3-4 jours avec mes filles, juste pour dire qu'on s'en allait se reposer, connecter ensemble dans un petit resort, là. Ça, c'est sans compter tous les voyages que je fais pour mon travail. C'est sans compter toutes les fois où je prenais des avions aussi pour aller dans des retraites comme en Inde, ou dernièrement, j'avais aussi mes yeux sur Bali avec mon ami Martin. Mais je me dis, est-ce que je vais être capable de me contenter d'admettons peut-être un seul voyage par année? Au lieu de 6-7, est-ce que je pourrais éventuellement être en mesure de me contenter d'un seul voyage sur 5 ans? Ah, puis là, quand je pensais à ça, en dedans, je faisais « Oh non! » Je suis pas capable. Parce que c'est des expériences humaines pour moi. Puis Boller, justement, chez vous, disait, tu sais, l'être humain est capable de sacrifices et de compromis dans la mesure où il voit ses frères et sœurs être en train de faire des compromis et des sacrifices. Moi, si je sais qu'il y a des avions vides qui voyagent en Inde, je vais vouloir faire partie du vol, tant qu'à faire. Mais en même temps, c'est collectivement parlant que l'être humain va devoir dire « Wow, la dopamine! » On va commencer à savourer ce qui est ici, puis on va respecter la planète, on va arrêter de polluer comme des malades, maniaques, avides, compulsifs, boulimiques d'expérience et de possession matérielle. Là. En tout cas, moi, je ne suis vraiment pas rendue à toucher l'étoile, mais j'espère être en train de prendre le chemin dans sa direction. Le contentement, c'est quoi? L'humanitude. L'humanitude. Ouais. Accepter de ne pas tout vivre et de célébrer ce que je vis. Si c'est moins, mais que ça soit savouré dans la verticalité plutôt que dans la multiplication de l'objet. Là. Tu vois, justement, pour finir cette émission magnifique avec toi, eh bien, tu parlais donc de choses qui vont me permettre de faire cette transition, c'est que tu parles justement de l'histoire de la verticalité, de l'horizontalité. Et en fait, moi, j'ai eu envie de te parler du temps. Parce que quand je t'ai rencontré, la chose que j'ai trouvée incroyable avec toi, parce qu'il me venait en perception personnelle, qui s'est reproduit, puis on en a parlé, c'est en fait, je me suis questionné sur ton rapport avec le temps. J'ai eu l'impression qu'en fait, toi, en fait, étais une personne qui avait un appel permanent intérieur du temps. Et on en a parlé tout à l'heure par rapport au confinement, ce retour au temps. Et je voulais savoir, en fait, quel est ton rapport au temps? Est-ce que tu as un rapport au temps, toi? Oui, mais bien vu, j'ai comme un rapport trouble avec le temps.
C'est pas... ça aussi, c'est une autre quête que j'ai là, en ce moment. Je suis venue au monde avec un genre de sentiment d'urgence. Je dois un peu battre le temps, je dois aller vite, je dois être efficace, c'est pas le temps de niaiser. Puis ça m'amène dans une genre d'impatience, de rapidité, d'efficience qui est un petit peu malsaine. Et paradoxalement, quand je réussis à vivre avec des gens des moments où il y a une intensité telle qui se vit que le temps se suspend, je vais faire tout ce que je peux pour arriver dans ces états-là de verticalité, comme les Grecs l'appellent le kairos. Les moments où tu as l'impression que il s'est passé peut-être 5 secondes, mais en réalité, il s'est écoulé 2 heures. Là. Je donnerais tout pour vivre des moments comme ça. Je les vis avec mes salles en conférence. Je les vis de temps en temps avec mes filles quand les astres sont alignés, puis qu'ils lâchent le téléphone, puis qui ont une belle disponibilité de présence avec moi. Je le vis avec certains amis. Je le vis beaucoup quand je fais des formations où il y a comme des dynamiques de groupe. À un moment donné, le temps se suspend. Je pourrais tout donner pour vivre des moments comme ça. Puis en même temps, ce qui m'empêche de vivre ces moments-là, c'est la course à accomplir plus, vite. Ça va passer vite. Je déteste ça, mais je suis venue au monde avec un sentiment d'urgence. Fait que c'est bizarre. Mon lien au temps est en ce moment pas très clair et simple. Puis même des fois, je médite, là. J'essaye de méditer, en tout cas. Je m'installe, là. Puis là, j'ai comme l'impression de perdre mon temps, mais je le sais que c'est quand je fais ça que tout, ensuite, dans la vie, se met à aller rapidement. Parce que là, j'active le destin, la synchrodestinée. Tu sais, il se passe quelque chose. Je suis un instrument. C'est Christophe André qui disait « Je deviens un instrument plus sensible à mon environnement. Mon intuition est activée. J'ai des idées de génie. » Fait que c'est très payant en temps pour moi méditer. Mais quand je le fais, là, je fatigue. Je suis de même. Ça va te finir bientôt. Puis j'aime ça. En tout cas, c'est paradoxal, mais tu as mis le doigt sur quelque chose qui n'est pas ajusté ou je ne suis pas encore sur mon X par rapport au temps. Ouais, en France, on a une émission ancienne qui n'existe plus aujourd'hui, qui était faite par les frères Bogdanov. C'est 2 personnages assez étonnants, animateurs de télévision quand j'étais plus jeune. Et ça s'appelait justement Temps X. Donc peut-être que ton X, c'est le temps. Et peut-être que tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est pour te préparer à comprendre le temps. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment agréable. On a mis du temps à construire. Je suis vraiment ravi. Merci à vous, youtubeurs, qui avez gardé du temps jusqu'à la fin pour écouter qu'on parle enfin du temps avec Isabelle. Merci Isabelle. Un petit mot de la fin pour toi? Hey, je suis assez stupéfaite de voir à quel point tu as fait tes devoirs en profondeur. Puis quand tu fais des entrevues, là, on dirait que tu te mets à 100% disponible au service de saisir l'essence, puis pas juste l'essence première des invités que tu reçois. Hein. Tu as vraiment un don, Luc, je pense, pour aller derrière les couches, puis mettre le doigt sur ce que les gens n'ont jamais parlé ou jamais nommé ou sont peut-être même jamais conscients. Là. Félicitations pour la qualité de présence que tu as puis la qualité d'écoute. C'est assez remarquable et fascinant de voir la magie opérer. Je te remercie. J'ai aimé mes moments d'entrevue avec toi. Moi aussi, je te remercie beaucoup. Merci aux youtubeurs. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, commenter. En tout cas, les commentaires seront lus par Isabelle. Je pense qu'elle sera ravie d'avoir des commentaires français. On verra pas l'accent en français. Eh bien, écoutez, merci.